l'histoire. Très cher contradicteur. La vie ou la mort? L'amour ou le drame? La cour, la passion, le passage à l'acte, puis les coups du majestueux bâton, le faire de trop, les scènes, et enfin, la révérence. Vous l'aurez compris, c'est de théâtre aujourd'hui dont il sera question. Mais un théâtre particulier, un théâtre tendancieux, voire parfois même licencieux. Car voyez-vous, ces mots, les mots, ont cette force parfois d'échapper à leur auteur pour prendre des sens involontaires. Moi-même, auteur de cette plaidoirie, pourrais être soumis à ce coup du sort. Aussi, je tenais à l'avance à présenter mes excuses, auprès de vous particulièrement, mesdames, dans l'éventualité où quelques double sens ou homophonie se soient glissés dans mon discours. Ce serait bien sûr le plus pur fruit du hasard. En 1641, voyez-vous, Corneille lui-même subissait cette facétie et faisait les délices de l'aristocratie en remettant au bout du jour le cacophaton. Le cacophaton. Là, je vois que vous attendez une définition. Scolaire, peut-être, mais ennuyeuse. J'ai pris la liberté d'en donner une, plus succincte, qui, je l'espère, sans endormir mon auditoire, simplifiera le sujet. Voyez-vous, un cacophaton, c'est une lorime involontaire. Voilà. Exemple. Vous me connaissez mal, la même ardeur me brûle, et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Voilà ce qu'est un cacophaton, une homophonie malencontreuse. Une fois cette définition posée, une nouvelle question survient. Car qu'en fait-on? Eh bien, l'on en fait un sujet. Sujet de plaidoirie, bien évidemment, mais sujet d'une pièce de théâtre également. Laissez-moi vous planter le décor. Nous sommes au IIIe siècle après Jésus-Christ, en Arménie. La chasse aux chrétiens qui était à son paroxysme. Polyeucte est un jeune homme, sans grande qualité, un peu candide, à vrai dire. Peu de qualité donc, si ce n'est une foi inébranlable, qui n'a d'équivalent que l'amour qu'il porte à la douce Pauline. Amour au nom duquel il accepte de repousser l'échéance de son baptême. Léarque, son confident, lui reproche d'abandonner son Dieu au profit d'une femme. Et là, la réplique. Vous me connaissez mal, la même ardeur me brûle et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Nous y sommes. Pour Polyeucte, sursoir à son mariage accroît son désir de Dieu. En vérité, le désir augmente quand l'objet convoité s'éloigne. Aujourd'hui, l'on me demande d'en confirmer la véracité. Comme vous. J'ai bien évidemment, au premier abord, vu la connotation canaille. Elle désire sa croix quand les faits se reculent. Bien sûr, éclairé dans la salle. Car voyez-vous, en lieu et place du panégyrique de Dieu, l'on se trouve face à du Christ fucking. Terrible. Non seulement cette phrase peut se comprendre, s'entendre de diverses manières, mais elle peut également être écoutée de différentes façons. Aussi, j'ai pris le parti de toutes les énumérer afin de vous prouver irréfutablement, pour chacune d'entre elles, qu'elle peut être posée en vérité. Voyez-vous, je le disais, le caractère ambigu de la phrase ne m'avait pas échappé. Voilà pourquoi, sitôt le sujet reçu, j'entrai à la maison, allumai mon ordinateur, et lançai d'un film pour public averti. Un homme à demi-nu, le corps luisant de sueur, s'y faisait fouetter jusqu'au sang. À ses genoux, une femme, elle aussi, les mains au sol, semble en souffrance, des larmes coulent de ses yeux. À la fin des fins,
l'homme et la femme lancent de concert un cri puissant, une clameur animale qui résonne alors, telle une supplique. Mon inspiration était en marche. Mon inspiration était en marche. Aussitôt, avant même de libérer mon premier jet, j'éteignis la passion du Christ. Car voyez-vous, cette vision que j'ai eue de Jésus, hurlant à son Père, « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» avec, à ses genoux, Marie, baignée de ses pleurs, me fit comprendre, me fit réaliser que le Christ lui-même, s'éloignant de son Dieu, fit croître son désir, ou du moins sa passion. Cela, bien évidemment, ne pouvait, je ne sais, suffire à vous convaincre. Alors je me couchais, me promettant, dès le lendemain, de revenir au théâtre. Et cela fut rapide, car après tout, les rêves ne sont-ils pas une déviation, un dérivé du théâtre? Cette nuit-là, je m'endormis, dans d'exécrables dispositions. Alors, rien d'étonnant, à ce que mes songes y fussent si étrange. Je me trouvais dans un sérail ottoman. Conséquence probable qu'au tour précédent, j'avais été qualifié de nuque par mon contradicteur. Autour de moi, une foule rassemblait des personnages, les plus exotiques qui soient. À une table, Régine discutait avec Christine Bravo de l'opportunité de coécrire un livre sur l'élégance. Emmanuel Kant dissertait avec Nietzsche, afin de savoir si le naturisme était gai. Non. Il dissertait du naturalisme et du gai savoir, pardon. C'est un peu confus. Au centre de la pièce, 3 petits êtres ailés, appelons-les à tout hasard Clochette, Marraine et Carabosse, se déhanchaient dans une massive danse du ventre. L'ambiance était festive. Kant réclama un verre de lait, car selon ses dires, il avait trop mangé épicé. Ah, qu'en fait-on? Quand un drame se produisit. Fort irrité par la vulgarité de ses voisines, Nietzsche se mit à hurler, en allemand. Effrayés par ce dernier, les faits prirent leur distance, s'éloignèrent, et c'est là le point précis qui causa le tournant du rêve. Car tout empira. Livre de lait, Kant se mit à danser dans une infâme Macarena, rejoint très vite par Nietzsche et Carlos, oui, le chanteur, qui dormait jusqu'alors dans un coin. Le rêve se tournait au cauchemar, quand je vis que Régine s'apprêtait à les rejoindre. Heureusement, ce fut le moment que mon âme choisit pour s'éveiller. En sueur et tremblant, j'avais cependant trouvé un argument supplémentaire à mon propos. Je le vois, vous vous posez la question. Fort bien, jeune homme. Mais quel est le rapport? Mais enfin, cher membre du jury, n'est-il point indiscutable que oui, le délire s'accroît quand les faits se reculent? Et puisque parallèlement, mon désir de réveil s'accroissait de même, alors la boucle était bouclée. Mais du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas. En effet, ce constat n'est-il pas applicable au plus magique des faits, celle que nous aimons, celle que nous désirons, les femmes? Voyons, messieurs, qui parmi vous osera me prétendre ne jamais avoir vu son désir pour l'une de ces nymphes croître après avoir été éconduit par elle? Car voyez-vous, les femmes ne sont-elles pas ces éternels fantasmes? Plus elles s'éloignent, plus elles sont inaccessibles, et plus elles deviennent envoûtantes. En ce sens, vous avez raison, monsieur le président Malka, lorsque vous posez la question « Où sont les femmes ?» Évanescentes, bien sûr. Car, oui, en amour aussi, le désir s'accroît avec l'attente.
Et puisque de la vie personnelle à la vie professionnelle, il n'y a encore qu'un pas, laissez-moi opérer un nouveau glissement. Et considérez la justesse de mon propos chez l'avocat. Lui, qui vouant sa vie au droit, joue avec les faits pour les faire concorder. Lui pour qui la recherche du juste nécessite un recul sur ces mêmes faits. Lui, qui, raison sans doute pour laquelle il s'intéresse tant au fond de l'arrêt, lui, qui se plaît. Lui, qui se complaît à traîner dans les chambres civiles. Ces chambres où l'on voue une inébranlable passion, une à la puissante rigueur du droit. Lui qui pousse la perversion jusqu'à porter au nu les vices du consentement. N'est-il point cet avocat, l'esclave de son désir de justice? Ne réfute-t-il pas l'hérésie de l'équité, cette fiction dégoulinante de bons sentiments? Comment ne pas comprendre alors que pour lui, le désir de justice est une fonction croissante du recul qu'il doit nécessairement prendre sur les faits? Oui, cet avocat qui, poussant au paroxysme de la perversion, jusqu'à se croire maître de son barreau, est lui aussi acteur. Il est dramaturgescent, s'accroître son désir de justice chaque fois qu'il raffermit les positions que lui dicte son expérience. Pourrait-il écouter ces profanes lui répondre? Mais avec ce recul alors, avec ce recul, comment veux-tu Car, pour le comprendre, ces profanes, encore est-il fallu qu'ils sucent les enjeux inhérents au droit qu'ils portent au pinacle de ses valeurs. Mais fort heureusement, ici il faut un autre profane. Ce n'est pas lui qui doit être convaincu. À la vérité, il faut encore un constat dual. Oui, chez l'avocat, le désir de justice s'accroît quand les faits se reculent. Mais un second constat. Par ailleurs, oui, en sus, ne peut-on pas se rendre compte que, en droit comme en théâtre, le vice de forme doit être différencié de la vertu de façade? À ce point, enfin, cherchant encore un argument à vous exposer, je me suis intéressé à Corneille, et à force d'obsession, envoûté que j'étais par la beauté de son verbe, j'ai dû me résoudre à un constat terrible. Les poèmes, les poètes sont des ouroboros. Voyez-vous, ils sont des cycles qui se répètent sans fin, mais comme l'histoire, en ne faisant qu'empirer. Je le prouve. 1641. Si le ciel en descend, me m'a fait grand seigneur, il m'a fait le cœur noble et sensible à l'honneur. Corneille. 2013. L'œil ne ment pas. Trouver un taf. Avec ma tête m'écra. Marlèche, ça viendra. Corneille. Voyez-vous, si le fond et le nom même restent identiques, ne sommes-nous pas ici tous stupéfaits, non, outrés même, de la déliquescence du vocabulaire? Chers membres du jury, preuve ultime, s'il en fallait encore une de mon propos, à l'écoute, à la lecture de nos poètes actuels, l'on ne peut que désirer, avec plus d'ardeur encore, le retour des anciens disparus. Oui, le désir de la belle langue s'accroît quand Corneille recule. Alors, et puisque nous parlons des anciens, moi-même, étant le doyen des finalistes, conclurai ce plaidoyer en pastichant un autre auteur dramaturge devenu célèbre par la vertu d'un seul Cacan-Faton. Oui, comme Adolphe Dumas, je quitterai le banc, mais quel que soit mon sort, j'aurais montré au moins comme un vieillard en sort. Merci.